crise Covid-19 bouleverse nos modèles économiques et en révèle les failles, il paraît plus que nécessaire d'informer le grand public sur ces grandes questions économiques à travers une approche à la fois pédagogique et panafricaine. C'est la vocation d'Île de Paille, votre nouveau magazine mensuel qui décrypte l'acte économique d'un continent au cœur des grands défis de ce monde. Île de Paille, c'est également une invitation à mieux comprendre l'Afrique dans sa diversité, ses richesses, comme sa complexité. Île de Paille, enfin, c'est un focus sur ceux et celles qui font l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Alors suivez-nous sur notre chaîne YouTube africanewsagency.fr. Au sommaire de ce premier numéro, notre JT des Good News, le point sur l'évolution de la pandémie Covid-19 avec le CDC Africa, l'interview de McCoffey sur les impacts économiques de la crise, le reportage du mois Net Info lance des formations en ligne au métier de l'industrie créative, la Minute Tech avec Aphrodis Muntangana, fondateur de Kelab, un débat inédit Africa Fight Covid-19, les leaders prennent-ils les bonnes mesures avec Didier Akouté, fondateur de AfricSearch et Idrissa Diabira, DG de l'ADE-PME, et enfin les conseils de Cécile Barry aux entrepreneurs pour traverser la crise. L'Afrique se mobilise contre le Covid-19 et les initiatives se multiplient à mesure que la pandémie évolue. Parmi lesquelles le lancement le 7 avril de Covid-19 Response Fund, ce projet lancé par l'Union africaine, le CDC Africa et l'initiative Afro Champions a vocation à mobiliser auprès du secteur privé africain 150 millions de dollars dans un premier temps jusqu'à 400 millions dans un second temps pour soutenir une réponse médicale durable à cette pandémie. Alors que le monde a enregistré un deuxième cas de rémission durable de sida, la dernière patiente infectée par Ebola a quitté le centre de traitement en RD Congo. Il y a désormais plus de cas confirmés d'Ebola dans le monde, assure Médecins sans frontières. Les 2 traitements déployés ont donc apporté leurs fruits et ça, c'est une bonne nouvelle. Business is business et tous les secteurs ne connaissent pas la crise. Celui de l'e-commerce notamment, qui jusqu'à présent n'était pas tout à fait entré dans les mœurs en Afrique. Aujourd'hui, ils explosent. C'est le cas notamment de la plateforme Bing Sam's Market au Ghana qui a vu ses ventes démultipliées depuis le début des mesures de restriction. La crise est une opportunité, dixit le sociologue Dominique Méda, et nombre d'Africains sont décidés à ne pas sombrer dans le chaos qu'on leur prédit. Nos jeunes notamment, ainsi les élèves de l'école polytechnique de Dakar ont entrepris de fabriquer leur propre gel hydroalcoolique, tandis que les enseignants de l'école polytechnique de Thiès ont conçu un respirateur artificiel. On va poursuivre donc sur l'évolution de la pandémie sur le continent avec donc des acteurs de la santé. Dr Bertha Ayi qui est experte au CDC Africa. The disease is traveling in waves. There was a time in, let me just show you, in mid-January, for example, the disease, in February, the disease was mostly in Europe. And then the first week of March, it's arrived in America. Now, what happens with the disease is that for the first week or two, you have very few cases. And then after about 3 to 4 weeks, it quickly jumps. So Africa is just on the next wave of the disease. So we don't have to be fooled at all by the small number of cases, even though at this point, Africa makes up only 0.05% of the cases. If we don't put in the right control measures that the Africa CDC is recommending, meaning social distancing, aggressive testing, and tracking of cases, we would quickly get to where everybody is. So it's not as though Africa is disproportionately having lower cases. If you see here, South Africa is at 3,000. That is a lot. Algeria, Cameroon is picking up. Ghana, I come from Ghana, so I can tell you we had our first case on March 12th. So that is approximately about 5 weeks ago, and we're already at 834. Cote d'Ivoire had their first case around about the same time. Nigeria got its first case on February 18th. And
immediately you would see that the cases are rising. Now, I want to show you something else. I don't want you to think that we don't have cases. So let me go to this and show you. So you take Europe, okay? At this time, you see February 14th, it looks like Europe has 0 cases, right? That was actually when Egypt got its first case. Now look at what is happening. 0, 0, 0, this is a month ago. February 24th. Yes. Then quickly go to March 24th. You see, it goes in 1 month, you go from almost 0, and then the next month you have what? 24,000. Do you see that? And then in another month they have 1 million. So when Africa is at this stage where we're about 13,000, we don't have to play at all because of what we call the R0, where R0 reflects how many people one person can infect. The R0 is 3. So this disease travels very fast. It means on one day, one person has it. The next 3 days, 3 people have it. The next 3 days, so it's go from 3, 9, 27, 81, 243. So it's an exponential growth. Take America, for example. The reason why Donald Trump sent a congratulatory message to the president of China was that at some point, see over here, on March 2nd, it only had 22 cases, right? So it thought, oh, this is an American problem, okay? And then from March 4th to April 4th, look at that. In 1 month, you have 30,000. Look at today. Over 821,000, the largest. So Africa don't have to fool itself and think, oh, we only have a few cases. We're gradually coming up. And if we don't put in the right measures and we take a laissez-faire attitude, the cases could rapidly increase. So I suppose that's my answer to your question. There's no magic. We are where America was about 2 months ago. We are where Europe was about 2 months ago and where America was about a month ago. So we're just 1 month behind the normal expected curve. Avant de passer à la séquence économie, j'aimerais vous faire passer une petite courte capsule vidéo sur un respirateur artificiel qui a été conçu donc par Enovo Robotics en Tunisie. Et voilà, c'est une démonstration par l'image de l'innovation Made in Africa. كيف وريه له مرحبا تفضل مرحبا تفضل تفضل ايه مرحبا بك عادك تركيز موجود والله مرحبا بك مرحبا تفضل لا قناة مرحبا بك عندكم ترخيص الله يعطيك وربي يعينك Bonjour Donia, comment ça va? Ça va très bien, en confinement, comme vous, je suppose, à Abidjan.
Tout à fait, tout à fait. On limite les déplacements et on est tous confinés pour le moment. Pour le moment, effectivement. On ne sait pas encore combien de temps cela va durer, mais déjà, si on peut faire le point avec vous, vous avez passé plus de 10 ans chez EcoBank et notamment à la direction de l'asset management, qui est la banque d'investissement d'EcoBank. On aimerait profiter de votre expertise pour avoir un petit peu un petit point justement sur cette crise et ses impacts économiques sur l'Afrique, puisque les marchés mondiaux vacillent. Forcément, on commence à percevoir les effets de cette crise sur le continent. Alors, il faut savoir que les finances publiques des pays africains, comme partout dans le monde, seront fortement affectées par cette pandémie. On aura une baisse des recettes fiscales des entreprises, baisse de collecte de la TVA. On aura également des investissements privés, les investissements privés qui seront réduits. On aura un impact sur l'exportation des matières premières, sachant que l'Afrique est fortement exposée à une économie d'exportation. En ce qui concerne le secteur financier, on aura nécessairement une détérioration de certains ratios. On aura également un fort impact, c'est là où il faut avoir un gros focus, c'est sur les PME et les TPE qui peuvent être fortement affectés par cette crise. Pour ce faire, l'État a pris des mesures que nous connaissons tous, à savoir l'instauration de l'état d'urgence, la mise en quarantaine de personnes, des cas suspects, les gestes barrières, la promotion des gestes barrières. Justement, au-delà des mesures prises sur le plan sanitaire, un certain nombre d'États et au niveau aussi des institutions régionales et panafricaines, des mesures sont prises pour limiter l'impact socio-économique de cette crise Covid-19. Beaucoup de fonds sont mobilisés aujourd'hui, à la fois par les bailleurs de fonds, mais aussi par les institutions panafricaines, les banques, entre autres, la Banque africaine de développement, mais également par les secteurs privés africains. Donc la question aujourd'hui, est-ce que l'Afrique a les moyens de faire face à cette crise? Alors, on note une certaine mobilisation des bailleurs de fonds, des banques de développement pour pouvoir aider l'Afrique. On remarque qu'on parle essentiellement d'allègement de la dette. Vous avez pu voir qu'il y a une task force qui a été mise en place par l'UA, l'Union africaine, avec des personnes qui sont chargées de négocier et de discuter avec les différents bailleurs de fonds pour pouvoir alléger la dette des pays africains. Il faut dire que les pays de l'Afrique seront fortement touchés si jamais la pandémie continue à perdurer, parce qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, un retrait de la baisse des matières premières, des prix des matières premières, qui sont ces matières premières qui proviennent essentiellement de ces pays, des pays d'Afrique et qui sont les principales sources de revenus de ces pays. Justement, quelle sortie de crise on peut envisager? Quel scénario aujourd'hui on peut envisager pour pouvoir justement permettre à l'Afrique de ne pas connaître les mêmes scénarios que subissent aujourd'hui l'Europe ou les États-Unis, par exemple? Pour restructurer les crédits, augmenter les maturités, augmenter les moratoires avant le paiement du capital de ces crédits-là, ce qui va permettre de donner un souffle à ces entreprises-là pour les crédits qu'elles ont actuels. Bien sûr, repousser les échéances de 3 voire 5 mois. Et ça, c'est des mesures aussi que je pense qui sont à l'étude au niveau du secteur bancaire. Participer aux emprunts des États pour le financement de la crise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on attend de l'aide internationale des bailleurs de fonds et tout, mais il est possible et il est même, je pense, opportun que les États continuent à se faire financer sur le marché financier à travers l'émission d'emprunts obligataires, spécifiquement dédiés à la résolution du conflit, de cette crise du Covid. Et donc, la participation massive des banques, des fonds de pension, donc les caisses d'épargne, des compagnies d'assurance à ces emprunts doit permettre à l'État de lever des fonds à des coûts moindres parce qu'on est dans un levée de fonds opportuniste par rapport au Covid, à la pandémie. Et bien sûr, maintenir l'enveloppe initiale d'investissement de l'État sur les 5 ans à travers, comme je disais, les emprunts obligataires qui peuvent être faits. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur comment est-ce que les acteurs bancaires que nous avons ici en Afrique peuvent intervenir et aider, accompagner l'État et les particuliers dans la résolution de cette pandémie.
suis Samia Chalbi, à la base enseignante universitaire tunisienne en ingénierie logicielle. Je suis entrepreneur aussi. Depuis 1999, j'ai fondé 3D Net Info, première école de 3D en Afrique francophone, spécialisée dans la formation animation, gaming, réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, aussi au codage créatif. On forme aussi à la visualisation architecturale et au design intérieur 3D, au bâtiment via le Building Information Modeling, le BIM, et à l'ingénierie aussi. En fait, NetInfo dispose de deux catégories de formation, des formations diplômantes et des formations accélérées certifiantes professionnelles. Et on délivre nos formations en présentiel et actuellement, on a basculé 100% en ligne et espérons après le Covid-19, donc on peut revenir donc à des formations certifiantes. NetInfo, depuis 2006, elle a décroché le partenariat et c'est le premier partenaire Autodesk, qui est le leader mondial éditeur de tous les logiciels 3D. On est actuellement Academic Partner de Autodesk. Toutes nos formations sont certifiantes par Autodesk, c'est-à-dire les professionnels et les étudiants qui suivent des formations en ligne ou bien en présentiel chez NetInfo, leur formation est clôturée par un certificat obtenu de Autodesk. Les professionnels aussi, ils peuvent passer l'examen de certification. On est un centre d'examen de certification et en plus, on a la possibilité, à travers toute cette expérience, d'accompagner des nouvelles structures de formation partout en Afrique pour pouvoir les labelliser et les convertir en centres certifiés Autodesk. Actuellement, on a pu toucher plus de 10 000 étudiants venant de plus de 15 pays africains et donc 2 pays européens, à savoir la France et la Belgique. En plus, on n'est pas seulement, NetInfo n'est pas seulement une école, mais on est aussi derrière une association qu'on a créée et que je préside moi-même, l'association tunisienne des technologies créatives Créatech, qui a été lancée en 2004 et elle a été lancée pour pouvoir vulgariser et aller organiser des workshops, des festivals pour la communauté pour promouvoir ces industries créatives et numériques et toucher plus de public en Tunisie et partout en Afrique. Cette expérience associative et école de formation nous a donné la possibilité, nous a plongé dans une nouvelle expérience qui est l'expérience Living Lab. On a monté en 2015 le premier Living Lab en Afrique francophone qui est spécialisé dans la 3D, la création numérique et qui est basé aussi sur l'innovation sociale et ouverte pour pouvoir offrir une plateforme d'expérimentation et d'innovation en matière de création de contenu créatif et numérique et d'accompagnement surtout de startups et de jeunes pour pouvoir monter leurs projets ou bien pour pouvoir développer leurs compétences via une collaboration pluridisciplinaire dans le cadre du DAL qui est certifié par European Network of Living Labs (ENOL). Aujourd'hui, le DAL, NetInfo, Créatech, tout ce mélange d'expérience et toute cette diversité en matière d'acteurs et en matière d'expérience et d'expertise, on aimerait bien la mettre à disposition et la répliquer partout en Afrique via le projet Afro Creative Lab. C'est un projet basé sur une collaboration sud-sud, aussi nord-sud, pour pouvoir répliquer le modèle NetInfo partout en Afrique. On a actuellement des partenaires avec qui nous sommes en train de préparer la plateforme pour pouvoir assurer et de la formation certifiée Autodesk, de la formation avec beaucoup d'expérience et d'expertise pour des jeunes talents qui sont passionnés et qui veulent soit monter leur projet, soit se spécialiser et décrocher un emploi et devenir rentable pour leur propre compte. Donc on est en train de collaborer avec Kigali, avec le RDC, avec le Sénégal, avec le Burkina Faso,
avec aussi le Togo. Actuellement, ce sont les pays qui ont accepté, et en plus avec la France aussi, on a un partenaire qui a accepté et qui a adhéré avec beaucoup de joie et avec beaucoup de plaisir dans cette expérience. Et vous voyez cette collaboration Nord-Sud, Sud-Sud, c'est ce modèle qu'on aimerait bien mettre en place et en œuvre tous pour que ce modèle soit un modèle durable, il soit un modèle rentable, à travers lequel on pourrait montrer à tout le monde que l'avenir de l'Afrique c'est un avenir c'est un avenir collectif. Et on aimerait bien prouver que la collaboration Sud-Sud et cette intelligence, via cette intelligence collective, qu'on pourrait faire avancer notre Afrique. Merci et à très bientôt. Les bras sont ouverts pour tout nouveau partenaire qui veut intégrer l'Afro Creative Lab et qui veut être dans notre réseau et parmi nous. Bonjour, je suis Cécile Barry du groupe AJC. Le groupe AJC est une agence de conseil en relations publiques et de business développement. On n'arrête pas de m'appeler en ce moment pour me demander, mais Cécile, en tant que chef d'entreprise, comment je vais me relever de cette crise mondiale? C'est pas simple. Je vous dis pas que tout le monde va pouvoir se relever. Il y a beaucoup de points noirs d'entreprises qui vont être mises en faillite parce qu'elles étaient déjà fragilisées avant. Mais on va pas parler de ça. On va parler des atouts, de ce qu'on peut essayer de voir, d'analyser pour mieux rebondir. Alors analyser sa structure, ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit bien regarder ce qu'on vendait, ce qu'on produisait, pour voir si c'est adapté encore au monde d'aujourd'hui. Si vous voulez continuer à faire exactement ce que vous faisiez hier, ça ne fonctionnera pas, c'est que vous n'avez pas compris les leçons qu'il faut tirer de cette crise. Donc moi, je suis là pour vous donner quelques pistes. Évidemment, on peut les étendre. Et moi, j'ai pris 3 secteurs sur lesquels, justement, il y a matière à réflexion. Mes 3 secteurs de prédilection, attention, je parle de moi personnellement, sont la santé, puisque sans la santé, on ne peut rien. Et on a vu tous les manquements qu'il y a eu dans ce secteur d'activité. L'alimentation, parce qu'on se rend compte que en fait tout le monde est devenu un peu dans ce confinement chef pâtissier, chef cuisinier, mais en utilisant des très bons produits, des produits de qualité. Et l'éducation, parce que l'éducation, sans ça on ne fait rien non plus. Et puis là tous les jours on est confiné avec nos enfants pour leur apprendre à faire leurs devoirs, et nous-mêmes on se forme à travers des formations en ligne. Et puis, évidemment, ce sont mes 3 secteurs de prédilection, mais il y en a bien d'autres. Et sur tous ces secteurs-là, quels qu'ils soient, il y a matière à réflexion sur comment, justement, faire du bien, nous faire du bien et faire du bien à la Terre, sans en arriver à ces extrémités qu'on a en ce moment. Donc, il faut adopter de nouvelles stratégies, des stratégies de développement, mais porter aussi sur l'humain, sur l'autre. Et ça, c'est très important, parce que si on ne comprend pas tout ça, on ne peut pas avancer. Alors, n'hésitez pas tous à me contacter si vous avez besoin justement d'établir des stratégies. Je peux vous aider là-dessus. Mais n'oubliez pas une chose, pour avancer, pour faire tout ça, il faut analyser, première chose, et ensuite il faut être créatif. Mais créatif avec respect et avec des valeurs. À très bientôt. Au revoir. L'application qu'on a développée, c'est pour aider à faire l'auto-évaluation. Comment ça fonctionne? C'est simple. C'est une application USSD. Tu composes étoile 114 dièse et l'application te demande de choisir la langue. On a mis 3 langues, Kinyarwanda, français, anglais. Après avoir choisi la langue, l'application te pose quelques questions là où vous répondez par oui ou non. L'application te demande est-ce que vous avez de la fièvre? Vous répondez oui ou non. Est-ce que vous avez de la toux sèche? Vous répondez oui ou non. Est-ce que vous avez des problèmes de respiration? Vous répondez oui ou non. Est-ce que vous avez voyagé dans les derniers 14 jours dans un pays qui a coronavirus? Vous répondez oui ou non. La dernière question, l'application vous demande si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a été testé positif.
Vous répondez oui ou non et on vous demande là où vous habitez. Après avoir répondu à toutes les questions, il y a le back-end qui est donné au médecin. Et puis, ils peuvent identifier si vous êtes rouge, donc vous êtes un potentiel, donc vous êtes porteur ou porteuse du virus, des virus. Donc, on peut vous contacter, on vous appelle pour qu'on puisse vous tester. Et puis, si vous êtes positif, vous êtes soigné. Si vous êtes négatif, vous êtes recommandé de rester à la maison. L'application est unique parce que ça ne demande pas de l'Internet, c'est gratuit. Et puis, plus de 20 000 personnes peuvent accéder le système en même temps. Pas seulement ça, après quand le Covid-19 sera fini, avec les données, vous pouvez voir si, par exemple, les gens qui habitent dans une région, tout le monde, tous, ou la majorité, tous, vous pouvez identifier. Donc, ça, avec les données, ça va aider et améliorer la situation de la santé publique. Je me présente, je suis Amin Youssouf, je suis cofondateur de Afrobyte. Nous sommes basés à Paris, à la station F. Nous avons 2 activités principales. La première, c'est l'organisation d'événements dédiés à la tech africaine, dont notre marketplace annuel, qui est pour l'instant reporté au vu du contexte de confinement. La seconde, c'est le conseil aux entreprises qui veulent se développer sur les marchés africains, avec l'innovation comme levier d'action. Le thème est donc se digitaliser ou disparaître. En réalité, la question de la disparition faute de digitalisation se posait bien avant la crise. Je ne compte pas le nombre d'entreprises ou de secteurs qui ont littéralement été balayés faute d'avoir su prendre ce virage avant. En réalité, aucun secteur n'a échappé à la transformation digitale. La question, c'est est-ce qu'elle a été voulue ou est-ce qu'elle a été subie ? Et souvent, elle est subie faute de clairvoyance et d'anticipation. La digitalisation, c'est un processus qui est long. C'est un processus de transformation de l'entreprise. Alors pour ceux qui ne se sont pas donné les moyens de la mettre en œuvre avant, la crise actuelle est certainement l'heure de vérité. Êtes-vous présent sur les points de contact avec vos clients, vos partenaires et vos prospects ? Je parle ici de mobile, de internet, de réseaux sociaux, de e-commerce, etc., etc. Si tel n'est pas le cas, il faut évidemment agir très vite pour ne pas disparaître complètement lors de cette crise, ou tout simplement être hors du radar quand le business va reprendre et que les usages vont changer. En tout cas, prenez conseil avant de lancer vos chantiers pour ne pas faire des investissements à perte, car étant donné le contexte, vous n'aurez peut-être pas l'occasion de recommencer. En pleine crise, une transformation de ce type-là, c'est infusé à un seul coup. Éventuellement, si vous avez encore le cash pour le faire, peut-être qu'une acquisition de start-up dans votre secteur peut être une option. Faites-vous en tout cas impérativement accompagner pour que la greffe prenne. Intégrer une acquisition tech à son business, et c'est très complexe, car c'est aussi un changement de culture dans l'entreprise. Mais qu'en est-il pour ceux qui ont déjà pris le virage du digital? Alors là, le travail est loin d'être fini. Il ne fait que commencer, car il va falloir accélérer, se doter des meilleurs outils de productivité, de meilleurs outils pour la relation client, de meilleurs outils pour automatiser les tâches. Il faut aussi monter des partenariats au sein de votre écosystème business. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que cette crise est un point de non-retour sur la question de la digitalisation. Il y a de nombreux talents africains pour vous aider au sein des tech hubs, des startups, chez les acteurs du conseil. N'hésitez pas à solliciter de l'aide et de l'expertise. Je vous souhaite bon courage et à bientôt. Au revoir. Bonjour, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Chanaise et je suis en terminale. Et moi je m'appelle Cyrine, je suis en 4e. Et comment ça se passe les cours avec ce confinement? Avec mon collège, on a mis en place un système sur Pronote. Pronote, c'est une plateforme qui met en lien l'établissement, les parents et les élèves. Donc ils peuvent prendre nos nouvelles et les professeurs nous transmettent les devoirs qu'on envoie ensuite par mail ou sur un lien. Et pour ma part, on utilise la même plateforme, sauf que nous, en plus de ça, on a des vidéoconférences et les profs peuvent nous envoyer nos devoirs par mail aussi. Et du coup, étant donné que tu es en terminale, comment ça se passe pour le bac, Chanaise? Les examens de fin d'année ont été annulés. On a remplacé ça par un contrôle continu des derniers trimestres. Mais apparemment, les oraux sont maintenus, c'est ça? Non, pas du tout. À part les oraux qu'on a effectués l'année dernière. D'accord.
Et pour toi, Cyril? Bah moi, vu que je suis en quatrième, bah j'ai pas d'examen, mais du coup, on a quand même des QCM ou des évaluations à faire sur Pronote pour maintenir les notes pour le trimestre. D'accord, très bien. Et en dehors de ça, comment vous vivez le confinement? Bah ça va, on essaie de s'occuper comme on peut, on regarde des séries, enfin voilà, on est sur le téléphone, télévision. Bah moi, j'étais en période de vacances, du coup, bah j'avais pas de devoirs, mais on va reprendre les cours sur Pronote. Mais du coup, j'essaie de m'occuper au mieux en restant chez moi. Très bien. Ben, je vous souhaite un très bon confinement. Merci. Surtout faites vos devoirs et bonne fin d'année. Merci. Effectivement, est-ce que nos États prennent les bonnes dispositions pour venir en rescousse au secteur économique? Voilà un peu la question, et en particulier au PME. On l'a vu un peu partout dans le monde, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises de plusieurs ordres, hein, des mesures sur la garantie, des mesures d'ordre fiscal, des mesures d'ordre bancaire, des mesures de soutien aux salariés, des mesures d'appui aux ménages. Dans ce cadre-là, je pense que l'Afrique n'est pas en reste et le Sénégal non plus. Après, bien évidemment, la capacité à intervenir n'est pas forcément la même, compte tenu des économies, compte tenu de la puissance, effectivement, que les États sont en mesure de dégager. Ça, c'est une présentation de notre ministère de l'économie, du plan et de la coopération, il y a 2 semaines, qui abordait un peu les estimations de l'impact du Covid sur nos économies. Sur le tableau de droite, ce que vous voyez, c'est les tailles moyennes des mesures de soutien adoptées par les différentes régions du monde. Vous le voyez au niveau mondial, sur les stimulus d'ordre budgétaire, sur l'endettement, en moyenne, on est à 3,5%, sur les mécanismes de garantie à 4,1%, et sur les interventions au niveau de l'endettement, au niveau à 5,2%. Et l'Afrique subsaharienne, dans ce cadre-là, se situe dans la dernière colonne, 1,7%, 0,1% sur les mécanismes de garantie, et sur ceux d'endettement avec 1,7%. Pour certains, on est dans les ordres de grandeur. Sur ce qui concerne, par exemple, la garantie, on est les 40-50 fois plus bas en proportion que les autres nations. C'est pour ça que, c'était pour revenir aussi à ce qui a été dit par le professeur, l'appel à l'annulation de la dette, il n'est pas inutile. Le chef de l'État, Macky Sall, l'avait fait il y a 2 semaines. Ce n'est pas pour rien. Il faut dégager des capacités supplémentaires en dehors de celles que l'on a pour pouvoir faire face, pour pouvoir intervenir. Et en l'occurrence, tout ce qui n'est pas mis justement dans le cadre de ce combat, en particulier la dette, ça vaut pour un État comme ça vaut pour les entreprises, réduisent la possibilité d'intervenir de manière plus massive, notamment en soutien, par exemple, des entreprises sur le volet secteur bancaire. On sait qu'il faut de la garantie. Il y a un partenaire technique et financier qui indiquait en Europe, c'est quasiment l'arme nucléaire qui était déployée pour essayer de sauver les entreprises. En France, on a la Banque publique d'investissement, on a des mécanismes absolument colossaux qui sont déployés. Quelles sont nos capacités, que l'on sait déjà moindres, de pouvoir le faire? Si on ne les développe pas, si on ne les renforce pas, actuellement, on se retrouve un peu dans une difficulté plus grande de soutenir nos économies. J'ai indiqué les différentes mesures. Pour le Sénégal, les impacts, vous les voyez ici, sur un certain nombre de secteurs, en partant sur une hypothèse optimiste, c'est un retour dans un trimestre de la situation économique, nous serions dans une hypothèse de croissance autour de 2,8% si vers juillet
les choses commençaient à revenir. Bien évidemment, chaque semaine apporte son lot de vérité par rapport aux questions qui sont posées. Donc, le Sénégal a défini un plan, un programme de résilience économique et sociale dont vous voyez les principes. Il est un programme, ça a été dit par Adama, de 1000 milliards de francs CFA, c'est un quart du budget de l'État. Premier pilier, renforcer le système de santé. Le second, renforcer la résilience sociale des populations. Le troisième, la stabilité macroéconomique, financière et le soutien au secteur privé et au maintien de l'emploi. Et le dernier pilier, c'est l'approvisionnement régulier en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques et autres. Et si on les répartit un peu, ces différentes composantes, ça se situe comme cela, 64 milliards dans le domaine de la santé, sur le secteur des denrées alimentaires, de la diaspora dont vous serez amené à parler tout à l'heure, ou du paiement des factures d'eau, électricité, 100 milliards ont été mobilisés. Sur le secteur privé, de manière directe ou indirecte, la dette, la TVA, les questions fiscales, le soutien au secteur, le paiement dû aux fournisseurs, les mécanismes de financement ou de facilitation de trésorerie, vous avez quasiment un peu plus de 700 milliards qui sont déployés. Donc je pense que et le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération l'évoquait, notamment par rapport aux acteurs qui seront impactés ou qui seront bénéficiaires, par exemple, des mesures de soutien, par exemple sur la trésorerie. On sait qu'il y a des charges fixes, on sait qu'il faut payer des salaires, des emplois, il faut payer des salaires, des loyers, etc. Il a été défini des modalités pour que les entreprises qui sont impactées à peu près à 33%, à partir de 33% de leur chiffre d'affaires, puissent bénéficier de prêts qui auraient un différé d'1 an et qui seraient remboursables sur 5 années dans des dispositions extrêmement allégées, des taux de sortie de 3,5%. Donc je pense qu'il y a une intervention qui est une intervention aussi forte que possible. Le défi que l'on rencontre en même temps, c'est que nos économies sont à 97% informelles. Le Sénégal, les PME, c'est 99,8% des entreprises qui ont moins de 2 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires par an, et 97% qui n'ont pas de système de comptabilité au sens du Cisco-ADA. Donc, il y a un effort extrêmement important qui est fait, notamment de soutien direct, indirect, mais il y a un nombre d'acteurs extrêmement important du fait de la nature de nos économies qui ne sont pas susceptibles ou qui n'auront pas forcément, ou dont il sera encore plus difficile de pouvoir les toucher par le secteur bancaire ou des SFD du fait de leur informalisme. Donc, pour ne pas monopoliser la parole peut-être et la laisser à Didier et aux autres, oui, il y a une intervention qui est extrêmement forte, qui tend à être adaptée à la situation que l'on connaît semaine après semaine. Mais il y a un autre défi sur lequel il convient tout autant de se pencher, qui est un défi lancinant de nos économies depuis un long moment, qui est comment est-ce qu'on touche mieux le secteur informel pour que ce dernier, dans une logique de contrat social un peu, puisse ressentir l'intervention de l'État, et comment on construit aussi, et c'est une logique qui est tout autant d'actualité, des outils financiers qui soient adaptés à la survie et au développement de nos petites et moyennes entreprises et des futurs champions dont on aura besoin dans les souverainetés que vous avez évoquées et qui seront indispensables de construire, d'assurer ou de renforcer pour nos économies. On l'a dit sur le volet pharmaceutique, sur le volet alimentaire, sur le volet énergétique et autres.
Voilà, Adama, pour ne pas monopoliser. D'accord. Merci Idriss Djabira pour ces slides qui sont très instructifs et ces explications sur la batterie de mesures prises. Donc, il est temps maintenant de se tourner vers Didier Akwete, président de Afrique Search. Donc, Didier, vous avez vu en détail ce que le Sénégal a mis en place pour soutenir non seulement le secteur privé, les PME, mais toute son économie. Mais Didier, la dernière phrase de M. Djabira porte justement sur les outils financiers permettant d'atteindre les PME et PME dont la majorité, comme il l'a dit, n'a pas de comptabilité dans le sens du SUSCOA révisé et de l'OHADA. Donc, Didier Akwete, quels sont tes premiers commentaires par rapport à l'intervention de M. Djabira? Un document de McKinsey la semaine dernière indiquait que, grosso modo, l'emploi formel, c'est à peu près 150 millions d'individus qui sont employés en Afrique, et le reste dans l'informel. Et on risque de perdre à peu près 30 millions de jobs dans le secteur formel à cause de la crise, ce qui est important. Deuxième élément, c'est que nos économies ont très peu d'emplois. On parle de 3 à 5 millions d'emplois chaque année, alors que le besoin est plus proche de 15 à 20 millions. Je donne ces chiffres à dessein pour souligner le fait que si les États ne prennent pas des mesures massives de soutien au secteur privé et aux PME, les économies vont littéralement s'effondrer avec des crises sociales majeures. Et on a vu un certain nombre de programmes des États qui sont pour moi de l'ordre de catalogue de plaidoyer. Et on a vu encore au Nigeria, il y a un petit scandale nigérien actuellement où des fonds dédiés aux PME, on se rend compte finalement à peine 20% de ces fonds vont aux PME. Et en plus, on ne sait même pas dans quels sont les critères en fait, de sélection d'éligibilité de ces PME. Donc, la situation est très dramatique vraiment pour ces PME ou TPE qui sont dans des secteurs sinistrés. Et quand vous prenez un secteur comme la restauration, un secteur comme le petit commerce, un secteur comme la construction qui nourrit en fait des petites entreprises dans le cadre de ces secteurs des sociétés, ces entreprises souffrent énormément. Et la question, pour y répondre, notamment la question du financement, le besoin de financement, c'est qu'en réalité, on se rend compte que les outils sont très inadaptés. Aujourd'hui, on voit bien que les réponses financières au secteur privé sont des réponses bancaires. C'est-à-dire, on demande aux PME d'aller vers les banques qui sont, de mon point de vue, je dirais le dernier slot. Quand on part du début, une petite entreprise dans un premier temps, c'est des amis, c'est la famille, comme on dit, c'est des business angels, il faut éventuellement du crédit à risque, etc. Donc, il manque un écosystème financier qui permettrait non seulement de vivre, mais de traverser la crise. Par conséquent, la réponse des États ou même des institutions comme la Banque centrale, ces réponses sont très insuffisantes parce que si ça consiste simplement à mettre en place des liquidités pour les banques ou éventuellement des lignes de garantie, on le voit déjà, les lignes de garantie ne fonctionnent pas. Ce qu'on appelle la garantie, qui est une sorte de ce qu'on appelle la garantie silencieuse, ce que la PME n'est même pas au courant, la banque ne veut pas gérer de garantie. Son job, ce n'est pas d'actionner une garantie, c'est de prêter à des conditions de risque extrêmement bas, minimum. Donc, même si vous injectez du cash dans l'économie, la banque ne prête pas pour autant. Et j'ai parlé à des amis banquiers quand certains pays ont commencé à dire bon, on va donner de la liquidité aux banques, la Banque centrale dit non, on ne va pas prêter pour autant aux PME parce que nous n'allons pas prendre ce risque. Donc, ça veut dire que c'est l'occasion jamais de remettre à plat les instruments financiers à la disposition des PME, mais surtout, ce qu'on voit dans les autres pays aujourd'hui, les stimulus, c'est carrément du sponsoring, quoi. Il faut sponsoriser les PME en disant, par exemple, nous vous donnons 3 à 6 mois de chiffre d'affaires que vous avez manqué. Nous allons vous faire des prêts à taux zéro des banques
Et puis que les États disent au monde, si vous prenez un risque PME aujourd'hui, nous vous garantissons ce risque à hauteur de temps. C'est-à-dire, si vous perdez le cash, eh ben, nous vous le remboursons. Il faut que ce soit très clair. Sinon, c'est du tâtonnement, c'est des effets d'annonce, et on verra à l'arrivée que beaucoup de nos TPE-PME vont mourir malgré. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de ressources. Hein, et j'ai suivi la question sur la question de la dette, qui est un serpent de mer qui revient tous les 10-15 ans. C'est encore un peu de divertissement, honnêtement. Hein, si vous voulez. Lorsque vous regardez les plans massifs de soutien que les pays développés sont en train de mettre en place, et je regarde les chiffres des économies africaines et éventuellement du moratoire, soi-disant, qu'on va avoir sur nos dettes, ce qui n'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire, quand vous avez un moratoire, vous ne payez pas des intérêts ou le capital, bien sûr, ça vous donne un peu de marge. Mais pourquoi faire? Et aujourd'hui, dans la discussion qui s'engage entre les bailleurs, entre le club de Paris, le club de Londres, les créanciers privés, en Afrique, finalement, on n'a pas de plan pratique, concret, disons, à quoi vont être affectées ces ressources. Et même quand on parle de soutien au secteur privé, je n'ai pas vu une seule liste dans un pays. On a dit, nous avons donné tant d'argent à telle entreprise. Nous avons financé telle entreprise, une liste transparente qui permettrait de voir effectivement les efforts qui sont faits. Donc, pour revenir à mon point, c'est que même si aujourd'hui il y a un moratoire sur la dette, même s'il y a des stimulus qu'on voit ici et là, en guillemets, à l'économie, malheureusement, ça ne va pas au secteur privé. Le moratoire, par exemple, si on le négocie éventuellement, ça peut être de dire, ça va permettre de financer tel et tel secteur qui sont stratégiques pour les économies et qui permettent également d'accélérer la relance de nos économies. Aujourd'hui, quels sont les secteurs qui peuvent porter cette relance dans cette période de crise? Il faut les définir. Quels sont les montants qu'il faut allouer? Donc, honnêtement, et vous savez que je n'ai pas de langue de bois, ce qu'on voit ici et là, c'est encourageant, mais c'est beaucoup de discours et je ne pense pas qu'on en verra les effets à court et moyen terme si on ne met pas des ressources beaucoup plus importantes dans nos économies. En sachant qu'aujourd'hui, hein, vous savez, quand on regarde ce qui est disponible au niveau du continent africain, on parle de 1000 milliards de dollars disponibles qui sont aussi bien disponibles à travers ce qu'on appelle les pension funds, et les sovereign wealth funds, les transferts diaspora, les réserves de change, les fonds d'investissement. Donc, comment est-ce qu'on articule également toutes ces réserves pour qu'elles soient mises à la disposition d'une partie du secteur privé et en particulier des PME? Et pour finir, pour ne pas me laisser également la parole, c'est que mon ami Idrissa parlait également des chaînes de valeur. Comment est-ce qu'on redéfinit nos chaînes de valeur pour que les TPE, les PME puissent rentrer dans ces chaînes de valeur et devenir des vrais agents de la production industrielle en Afrique ou de la production manufacturière? On ne peut pas avoir 60-90% des PME qui sont dans la restauration, qui sont dans le petit commerce. Ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il faut élargir la base industrielle de l'Afrique et remettre dans les chaînes de valeur les TPE, les PME, avec des financements qui permettront à ces PME de devenir des vrais acteurs de l'industrie africaine. Comment se fait-il qu'on ne peut pas avoir des masques, des gants, on a de l'EVA, on produit du latex, mais on n'a pas de gants. Bon, bref, il y a beaucoup de contradictions que j'espère cette crise du Covid va nous permettre de régler une fois pour toutes et puis de revoir honnêtement le leadership politique, parce que ce qu'on entend ici et là, excusez-moi, c'est beaucoup de discours et un peu de blagues, alors que nous avons des millions d'Africains qui risquent de souffrir drastiquement de ça à cause du chômage, les gens qui sont confinés, les maladies, etc. Donc, nous sommes encore à l'état de la blague. Alors, Didier, juste une question. L'Afrique, quand même, a une particularité par rapport aux États-Unis et à l'Europe, à toutes ces nations qui ont lancé des plans massifs de 2 000 milliards de dollars pour les États-Unis, de 750 milliards pour l'Union européenne, c'est que ces pays ont fait recours à la planche à billets. Mais nous avons quand même des contraintes qui nous limitent
en matière d'émission monétaire. Je ne parle pas seulement de CFA, l'Afrique en général en devise, et nous avons des réserves limitées, donc une marge de manœuvre limitée. Est-ce qu'il n'est pas temps de renverser la table? Je te pose la question et puis je repasse à Idrissa. En fait, la ligne a été extrêmement bourrée, donc je n'ai pas entendu toute la question. Je crois que tu parles de la planche à billets que les pays utilisent. Voilà, donc, je dis que la plupart… Voilà. Oui, je dis que la plupart des pays occidentaux, les États-Unis en premier, qui ont mis en place un plan de relance de 2 000 milliards de dollars, l'Union européenne qui a mis en place un plan de 750 milliards de dollars pour la relance. Et tous ces pays ont fait quand même, derrière les termes et tout, les convenances, ont fait recours à la fameuse planche à billets. Or, nous, en Afrique, on est dans une orthodoxie monétaire et financière. En fait, on est limité, on ne peut pas se permettre d'utiliser la planche à billets puisque nos émissions monétaires sont conditionnées à nos réserves de change en devises. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de renverser la table et de faire recours à des méthodes hétérodoxes? Oui, effectivement. Deux éléments de réponse. Le premier élément, c'est qu'effectivement, ces crises démontrent que les adeptes, les orthodoxes occidentaux qui prônent la limitation du déficit de la dette publique, l'utilisation de la planche à billets, on voit bien que l'Afrique n'aurait pas dû en réalité écouter ces apôtres de l'orthodoxie monétaire et économique qui aujourd'hui appliquent tout le contraire de ce qu'on a demandé à l'Afrique. Donc, c'est qu'il est temps que les Africains, et nous avons des experts, des économistes africains, redéfinissent les questions de développement économique en sortant de l'orthodoxie habituelle de la littérature classique économique, puisque les Occidentaux, quand ça les arrange, ils ne les appliquent pas. Deuxième élément de réponse, c'est qu'effectivement, tous les pays ne sont pas, je suppose que dans ta question, tu penses à la zone franc, qui a une relation un peu incestueuse, notamment avec la France, qui est en train d'être redéfinie, mais tous les pays africains ne sont pas dans cette configuration. Donc, deuxième réflexion, c'est que l'économie, c'est d'abord ce que tu produis, ce que tu es capable de produire. Et honnêtement, ça voudrait dire que revoir notre économie de production, notre système de soi-disant, enfin, il y a une sorte de spécialisation de l'économie mondiale où les Africains ne doivent faire que des matières premières, les envoyer aux autres qui les transforment. Ça veut dire que la réflexion économique de l'Afrique doit repartir de la production locale et de la transformation locale. Parce qu'in fine, l'économie, c'est quoi? C'est produire et vendre. Si tu produis, tu vends à quelqu'un localement, et je crois que l'accord de libre-échange africain peut être une première réponse, mais en gros, lorsque nous arrivons à produire et à vendre à l'international, il n'y a pas de raison qu'on ne génère pas de devises et plus de ressources. Lorsque nous produirons localement, que nous pourrons vendre également à d'autres pays en Afrique, il n'y a pas de raison que nous créions la richesse. Lorsque nous transformerons les matières premières, que nous pourrons les exporter, transformer ou semi-transformer, nous allons générer des ressources. Donc, la planche à billets, à la limite, que certains vont utiliser actuellement, n'oubliez pas le risque inflationniste, il n'empêche, si on devait utiliser la planche à billets en Afrique, il faut que ce soit soutenu et sous-tendu par une économie de production qui aujourd'hui doit être une réalité. Utiliser la planche à billets, ça, ce n'est pas le problème. D'autres pays qui n'ont pas ces relations incestueuses le font aujourd'hui. Et on a vu, le Zimbabwe est un exemple. Mais en gros, mon observation, c'est que, bien sûr, on peut avoir une autonomie, une indépendance monétaire. Mais il n'empêche, la monnaie n'est que le reflet de l'économie. Donc, si nos économies ne sont pas plus outillées pour produire massivement de la richesse endogène et capable de transformer ces richesses pour être exportées, et malheureusement, le roi dollar et l'euro sont des monnaies de référence, même si le yuan aujourd'hui apparaît de plus en plus dans nos économies comme une monnaie
de réserve possible, en tout cas d'échange, il faut que nous bâtissions des économies beaucoup plus fortes, beaucoup plus résilientes, et la monnaie n'en sera que le reflet. Donc, on peut être la planche à billets. S'il n'y a pas d'industrie, ça ne sert à rien. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'industrie, ça ne sert à rien. Alors, je me tourne de nouveau vers Idrissa Djabira. Alors, Idrissa Djabira, est-ce qu'il y a des PME, PMI industriels au Sénégal? Puisque on a l'impression que l'Afrique s'est largement désindustrialisée au cours de la dernière décennie. Absolument. On peut revenir bien avant la dernière décennie, à la fin des années 70, début des années 80, la DPME a pour ancêtre la SONEPI, la Société nationale de promotion industrielle. Le Sénégal exportait même des voitures comme la Gaïndé, ou exportait dans le domaine du textile et habillement aux États-Unis ou en Iran, notamment dans la tapisserie, etc. Et donc, effectivement, la crise, elle nous amène ou elle nous repose, comme je le disais, un certain nombre de questions fondamentales sur lesquelles il s'agit de revenir et sur lesquelles il s'agit de se saisir comme opportunité pour développer nos tissus de petites et moyennes entreprises et en faire les acteurs qui sont les acteurs majeurs de notre développement aujourd'hui et demain. C'était plus qu'un objectif, c'était un défi dans lequel les États étaient positionnés. Le Sénégal, dans cette période, avait coté la question du secteur privé comme devant apporter ou être le deuxième étage de la fusée après des investissements publics extrêmement importants pour poursuivre la croissance et la diversifier. Aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Tu as évoqué la question effectivement de est-ce qu'on peut être aujourd'hui encore orthodoxe? C'est sûr que non. J'ai évoqué la question de l'informalité, j'ai évoqué la question des moyens de financement qui peuvent être adaptés à notre développement. Didier a évoqué effectivement aussi le secteur bancaire ou les mesures qui pourraient peut-être ne pas, effectivement, si elles sont uniquement en l'état, comment dire, suffire pour toucher la couche la plus vulnérable. C'est le cas. Je pense que la volonté est là. Au Sénégal, c'est 10% effectivement du secteur du portefeuille des entreprises, du portefeuille du secteur financier qui vont, un peu moins de 10%, 9%, qui vont effectivement aux petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire, et c'est absolument juste, que la plupart des ressources mobilisées par les acteurs bancaires et les institutions financières vont à d'autres acteurs qu'au PME, PMI. 9% sur 7 000 milliards, 250 milliards de francs CFA. Donc, les mesures qui sont prises, si elles ne sont pas fortement corrélées à un changement de logiciel pour que les acteurs les plus modestes puissent en bénéficier, effectivement, et ce que l'on voit tous les jours dans les entreprises que l'on accompagne, qui n'ont pas forcément de partenaires financiers ou de partenaires financiers qui leur apportent des prêts financiers, contrairement à des économies beaucoup plus structurées en Europe ou ailleurs, ben, elles ne pourront pas s'appuyer sur ces banques, elles ne pourront pas s'appuyer sur ces acteurs pour essayer de passer le cap et souffler. Donc, c'est une nécessité, mais c'est un impératif pour aussi le secteur financier. Effectivement, la puissance publique, elle doit mettre les conditions, entre guillemets, de contrepartie, d'intervention collective susceptible d'appuyer ces acteurs. Je discutais la semaine dernière avec les acteurs de la filière textile et habillement. Filière qui, dans nos pays, je peux parler du coton, je peux parler du Burkina, du Mali, du Burkina et autres, et une des filières paradoxales. Tout le monde cherche des masques. On sait globalement comment les masques se font. C'est une filière historiquement, stratégiquement, que nos États sont en mesure de faire. On se retrouve devant une contradiction, un paradoxe absolu, c'est d'être en besoin effectivement de masques, alors que globalement notre filière textile et habillement
nos tailleurs, nos entreprises pourraient apporter un effort considérable dans cette lutte. Comment est-ce qu'on adapte nos besoins financiers, nos mécanismes financiers à des acteurs qui sont dans le secteur de l'artisanat, qui sont des pré-industries, qui sont des petites industries, pour que cette crise serve à les restructurer, à relancer un secteur qui peut être absolument porteur, majeur dans nos économies. Comment, et je crois que c'est un autre thème qui va être abordé, comment est-ce que la digitalisation nous permet, dans cette période, d'offrir des modalités de suivi de la comptabilité minimale aux acteurs. Parce que le cœur du problème, le cœur du risque dans les entreprises, oui, c'est l'innovation. L'innovation nous permet effectivement peut-être d'avoir des remèdes ou des solutions un peu différentes de celles classiques. Mais ce sont aussi souvent, ce que je dis, le carnet de santé de l'entreprise. Si vous n'avez pas de carnet de santé de votre activité pour vous-même, comme pour l'institution financière, quelle qu'elle soit, que ce soit par le mobile money, que ce soit par le crowdfunding, que ce soit par la microfinance, que ce soit par le secteur bancaire, vous n'êtes pas en mesure de gérer le risque ou de le mitiger pour ceux qui doivent investir. Et là, effectivement, il y a une opportunité qui se trouve encore plus prégnante, celle de pouvoir intervenir de manière massive pour apporter des éléments de suivi des flux qui sont ceux des petites et moyennes entreprises pour elles-mêmes, pour qu'elles sachent leur carnet de santé, pour qu'elles puissent s'adapter, mais derrière, pour avoir des éléments d'innovation en matière d'injection de ressources financières. Et c'est la fin de cette première édition d'Alazine. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez trouvé de l'information et de l'information positive. Je vous invite à nous retrouver dans un mois sur africanewsagency.fr et en attendant un hommage à deux panafricains qui nous ont quittés, Manu Dibango et Pape Diouf. À très bientôt.